Sur une conférence sur la thématique donc, des énergies renouvelables. Donc on est ravis d'accueillir aujourd'hui François Coignard, qui est salarié de Enercop et qui est là, et qui est venu en vélo. D'ailleurs, il vous parlera peut-être rapidement de l'Enertour, porté par Enercop. On a Robin Leclermotte, le fondateur de la SAS Turbinef, donc du projet local de centrale hydroélectrique dont tu vas nous parler un peu plus tard, qui est situé à Gavray, donc pas très loin d'ici, et Thomas Pinet, qui est membre fondateur de Synergie. Donc je vous laisse un petit peu compléter cette très courte présentation pour nous parler un peu de vos structures un peu plus en détail. Ok, j'ai jamais parlé avec le masque et le micro en même temps, c'est assez particulier. Donc moi François Coignard, je travaille depuis mars 2020 à Enercop Normandie, puisque Enercop c'est donc un fournisseur d'électricité renouvelable qui fonctionne sous format de coopérative. Donc moi je travaille dans la coopérative normande qui est basée à Rouen. Donc voilà. Et là en effet, juste pour revenir rapidement sur le tour, on a co-organisé un tour avec une autre structure dont Thomas va nous parler un petit peu après, pour partir de Rouen samedi dernier et arriver ici sur notre dernière étape. Donc on est arrivé ici vendredi après-midi, en passant justement le vendredi midi à Gavray sur la centrale de Robin. Voilà, on pourra, s'il y a des questions plus tard sur Enercop, mais je vous passe la parole. Oui, bonjour, moi c'est Thomas Pinet, donc j'appartiens à la société par action simplifiée de Synergie pour citoyens normands de l'énergie. Et en fait, c'est une société qui cherche à développer des centrales de production d'énergie renouvelable, que ce soit hydraulique ou photovoltaïque. Et on a un fonctionnement coopératif et notre aire d'action, on s'est dit que, parce que l'ancrage local, ça nous paraît important, et donc on essaie de travailler à l'échelle de la Normandie. Voilà. Donc bonjour à tous, moi c'est Robin Leclermotte. J'ai acheté il y a 3 ans le moulin de Gavray. Et donc je suis chez Enercop en tant que consommateur d'électricité depuis 2007, c'était en région PACA. Après j'ai déménagé, parce que Enercop en fait c'est un fournisseur local, donc chaque région a son Enercop local. Donc il y a Enercop PACA, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes où je suis aussi sociétaire, et Enercop Normandie, et où je deviendrai producteur au 1er janvier 2022. Actuellement au moulin de Gavray, donc, on a une obligation d'achat avec EDF qui nous rachète l'électricité avec une prime beaucoup plus chère que ce qu'on la consommerait. Et donc ce contrat va être transféré à Enercop Normandie, à Enercop National, et donc pour devenir producteur Enercop. Donc comme le disait François, voilà, c'est un producteur d'électricité très vert. C'est un mot qui est un petit peu dur à employer en ce moment avec ce qu'on fait en Europe, on en reviendra peut-être plus tard. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le moulin de Gavray, il est là depuis plus de 1000 ans. C'est une énergie qui est locale, qui est inscrite dans le paysage. On peut discuter de qu'est-ce que c'est que de l'énergie verte, mais une chose est sûre, c'est que c'est local. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le moulin est déjà là. Il tournait avant pour faire de la farine, ça faisait 10 ans qu'il ne tournait plus. Et donc dès que je l'ai acheté il y a 3 ans, au bout de quelques jours, on a réussi à produire un petit peu d'électricité. Et très vite, j'ai senti beaucoup de difficultés, et pas seulement financières, c'est surtout des difficultés avec l'administration française et au niveau de la main-d'œuvre. Donc j'ai voulu vite créer une société participative, donc la SAS Turbinef, pour avoir un soutien, on va dire, moral, physique, financier, c'est sûr, vu qu'on prend une petite part symbolique, mais c'est surtout un soutien humain, quoi, en fait. Je me permets, je pense qu'on va aborder après ces questions vraiment dans le détail. On va te passer à la moulinette. Garde-en. je donne pas tout, je donne pas tout, ça marche. Et du coup, là, tu parlais de projets participatifs. Est-ce que vous pouvez, tous les trois, un peu prendre la parole sur ça, mais qu'est-ce qu'un projet citoyen lié aux énergies renouvelables? En quoi les citoyens peuvent se réapproprier l'énergie? Comment on fait? Comment ça se monte? Avec quelle énergie? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Ou peut-être François, tu as des retours de ça Il n'y a pas vraiment de définition
de qu'est-ce qu'un projet citoyen dans le dictionnaire, hein. Mais énergie partagée, qui est un acteur national là-dessus, qui va avoir plusieurs activités, notamment celle de porter les projets, de faire des levées de fonds. Ils font d'autres choses, hein. A une définition, je ne la connais pas par cœur, mais globalement, ça va vraiment être comment réimpliquer les citoyens à l'échelle du territoire de manière financière, c'est-à-dire qu'ils aient clairement, qu'ils possèdent en partie l'installation, qu'ils aient contribué à son développement, et surtout, c'est le dernier point, qu'il y ait une gouvernance qui leur soit donnée, voilà, qu'il y ait une gouvernance partagée, et que les citoyens qui aient des parts financières aient aussi dedans une implication en termes de gouvernance. C'est vraiment ça. Après, derrière, il va y avoir des choses qui vont découler de ça, notamment le fait de pouvoir se réapproprier ces questions énergétiques et de pouvoir voir concrètement comment on produit de l'électricité à travers des moyens de production renouvelables, donc solaire, hydroélectricité ou éolien. Voilà, après on peut très bien ajouter des choses. C'est vrai que le projet citoyen, en fait, c'est vraiment un changement de modèle par rapport à ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué et on a un fonctionnement, une gestion du réseau électrique au niveau national, avec des productions qui sont d'ordre national. Et vraiment, le projet citoyen, c'est comme le disait François, le but, c'est d'impliquer les citoyens dans la production de leur propre énergie. Et donc, et après, l'étape suivante, c'est s'investir dans la production, mais du coup, on sait ce que représente un kilowattheure, et du coup, agir sur la diminution de sa consommation. Et je pense que c'est vraiment... voilà, et le côté citoyen et territoire, c'est vraiment très lié, c'est des paramètres importants du projet. Et puis ça peut répondre à des problématiques, par exemple pour les collectivités territoriales, ça peut être un levier pour que les habitants réfléchissent à des solutions, des problématiques énergétiques liées au bâtiment, ou enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu si vous travaillez avec les collectivités ou pas du tout. Du coup, oui, en effet, collectivité, projet citoyen vont être deux choses différentes, mais qui ont quand même un point en commun, c'est qu'il va y avoir du coup quand même les acteurs locaux qui sont présents, ce qui n'est pas toujours le cas sur les gros projets, hein. Les producteurs d'énergie renouvelable, ce sont pas des philanthropes, ce sont des investisseurs la plupart du temps. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même des projets, même à petite échelle, qui soient développés. Enercop là-dessus essaie un petit peu de porter ça et de soutenir le développement de nouvelles installations en ayant des tarifs de rachat qui soient peut-être un peu au-delà de ce qui serait proposé en temps normal. Donc, voilà. En termes de volume, c'est pas forcément ce qui aujourd'hui rapporte le plus, mais politiquement c'est assez important d'avoir un nombre de projets citoyens qui augmente. En Normandie, on n'est pas très présent là-dessus, hein. Dans d'autres régions, il y a beaucoup plus de projets citoyens. Et à l'échelle du réseau, donc en France, on a la moitié de nos producteurs en nombre qui sont des producteurs à qui Enercop rachète l'électricité, la moitié en nombre qui sont soit issus de collectivités, donc c'est-à-dire qu'ils ont des moyens de production qui appartiennent à la municipalité ou au groupement de communes, et aux projets citoyens. Donc si on prend tous les projets citoyens et les collectivités à qui l'on rachète l'électricité, on a un site sur deux qui est dans ce cas-là. En volume, évidemment, on descend plutôt à un quart, voire un peu moins, parce que ce sont souvent des petites installations, mais il faut bien commencer à un moment donné quelque part. Oui. Nous, en termes de les collectivités, en fait, on sent qu'il y a de plus en plus d'outils qui leur sont donnés, ils ont des compétences, et donc ils sont intéressés par cette question, se l'approprier. Ça monte en puissance, mais il y a encore le côté citoyen, parce que en fait c'est pareil, c'est un changement de manière de penser, parce qu'on est beaucoup dans des relations descendantes, et là en fait c'est faire confiance, donner une part de gouvernance aux citoyens, et du coup faire confiance aux administrés d'une communauté de communes pour gérer des énergies renouvelables. Et donc c'est sur cet aspect, nous au niveau de synergie, en fait on essaie de travailler de plus en plus avec des collectivités locales
On est associé à des réflexions, ça commence à se développer, mais l'aspect citoyen, ça reste encore, c'est encore un changement de pratique qui il faut beaucoup, voilà, faut faire la pédagogie pour essayer de mettre le plus de gouvernance citoyenne dans les projets. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on peut faire vraiment, parce que là le but aujourd'hui c'est de vous parler d'un projet spécifique, peut-être faire le parallèle avec donc ton installation à Gavray et nous dire justement toi comment tu vois les choses, comment tu as créé, quand la SAS Turbinet, donc une société par action simplifiée, enfin voilà, nous donner un peu la genèse du projet, je pense que c'est... Oui, tout à fait. Juste pour continuer sur la nécessité en fait de faire des sociétés citoyennes, moi j'en ai vu deux tout de suite. La première, c'était pour avoir plus de monde. Et surtout, quand on veut faire de l'écologie, c'est important d'avoir souvent un raisonnement holistique, c'est un peu comme en humanitaire. On ne va pas tous arriver avec notre boîte de crayons, sinon à la fin, ils n'auront toujours pas de papier pour écrire. En écologie, il faut vraiment penser de A à Z, l'électricité du producteur au consommateur. Là, en l'occurrence, c'est un moulin au fil de l'eau, donc ça va être du haut de la rivière jusqu'à la mer, en passant par les poissons, par les oiseaux. Et donc le fait que ça soit citoyen, il va y avoir plein d'intervenants de différents horizons, dont c'est pas le métier aussi, qui permet d'avoir vraiment un point de vue complet, holistique. Et bien sûr d'apporter aussi des fonds, parce que sur des petits projets comme ça n'intéresse pas les investisseurs, donc les banques en général et même les spécialistes, parce que eux ils sont mangés par leur frais fixe. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir comme ça, de récolter des petites parts de 100 euros par exemple, c'est ce qu'on fait souvent dans les sociétés comme ça. Et chacun apporte 100 euros. Et puis bon, au bout d'un moment, 100 euros, forcément ça monte. Alors il faut être patient, mais ça permet de trouver de l'argent qu'on n'aurait pas trouvé ailleurs. Et surtout d'avoir l'avis et le soutien des gens pour savoir est-ce que ce qu'on fait c'est vraiment bien. On sait que c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui sont là, et chaque personne qui sont là, c'est pas seulement une voix qu'ils ont apportée, c'est une part. Et d'ailleurs, dans les projets comme on fait, nous c'est de type coopératif, c'est pas une coopérative, mais on a le principe comme dans NRCOP et dans Synergie, c'est une personne, une voix. Si quelqu'un arrive et qui met 1 million sur le tapis, bon, ça sert à rien, nous c'est pas du tout le budget. On va dire quelqu'un qui met 100 000 euros et dire bon ben voilà, moi j'ai mis 99% du budget, c'est moi qui décide. On dit ben non, c'est une voix. Et c'est ça ce qui est vraiment important, c'est ce côté humain en même temps. Et aujourd'hui, Nicolas Hulot en parlait un petit peu vendredi soir, il faut vraiment que ça soit quelque chose de social, de complet et d'humain. Parce que l'écologie, on le fait pour la planète, mais on le fait aussi pour nous. Tout ça, ça va ensemble. Et aujourd'hui, l'écologie, ça devient un petit peu intéressant financièrement. C'est pour ça qu'il y a plein de sociétés, on s'en parlait de ceux qui posent des panneaux sur le toit, mais on peut vraiment faire de l'argent avec l'écologie. Et c'est vraiment là où il faut faire attention. Il y a des escrocs et il y a des pollueurs. Donc il faut rester dans cette vue d'ensemble. Et donc au Moulin de Gavray, c'est vraiment ce qu'on fait de plus en plus. Et d'ailleurs le projet, il s'étale un petit peu, c'est-à-dire que sur le site du Moulin de Gavray, donc on a créé la SAS Turbinet, on a une association aussi, le ravitaillement, peut-être vous en avez entendu un petit peu parler. On a un apiculteur, Alain Safré, apiculteur amateur, qui est là. Et nous, on a une boutique de vélos, de réparation de vélos. Donc on fait une sorte de tiers-lieu autour donc, de la transition écologique. Donc là, on a remis en route des turbines. Alors c'est un montage qui est un petit peu... c'est un gros laboratoire, entre guillemets, pour expliquer un petit peu aux gens comment on fait. Et il y a plusieurs étapes dans le projet. La première étape qui a été faite, c'était de transformer ce vieux moulin à farine en usine de production hydroélectrique. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu du fonctionnement un peu voilà. plus technique pour qu'on comprenne bien comment là, on peut rentrer dedans, alors il ne faudra pas arrêter à me freiner parce que... Oui, t'inquiète, vas-y, mais... Juste les bases. Moi j'ai 2 défauts, je suis un moulin à parole, vous allez voir. Et quand je pars dans le technique, je suis parti. Quoi. Non, pour vulgariser un peu le... J'essaierai de faire des pauses, ouais. Okay, donc, en l'occurrence, c'est un moulin au fil de l'eau. Comme il y en a à peu près 20 000 en France, et sur les 20 000, je crois qu'on en évalue à 5 000 qui sont là depuis plus de 200 ans. En l'occurrence, ils sont là depuis plus de 200 ans, c'est souvent le Moyen-Âge, donc même 1000 ans, mais il y a eu une loi qui a changé, 1814, je crois, qui a imposé des réglementations sur le droit d'eau, sur le fait d'utiliser la force de l'eau. Et le Moulin de Gavray, lui, le premier écrit qu'on a retrouvé, il est de 1600 quelque chose, donc il est bien antérieur à cette loi. Et comme la loi en France, on le sait, n'est pas être rétroactive,
l'État ne peut pas freiner, gêner ce projet, ce qui d'ailleurs le dérange beaucoup, on pourra en parler si on a un petit peu de temps à la fin, ce qui m'énerve beaucoup encore d'ailleurs, mais en l'occurrence donc ça s'appelle un droit d'eau perpétuel. Donc le barrage, c'est un barrage avec déversoir, c'est-à-dire que dès que l'eau est trop élevée, en fait, naturellement ça déverse, donc on est limité par la construction à un certain débit. Et on a 2 turbines verticales qui sont protégées par un filtre à grille qui évite que les poissons soient broyés et que les branches viennent boucher les turbines. Et il y a une passe à poissons qui a été faite une trentaine d'années par le département qui nie la chose d'ailleurs, pour essayer de sous-tendre qu'il n'est pas aux normes et qu'il faut qu'on la refasse. Mais en tout cas, c'est pas l'ancien propriétaire, c'est pas le nouveau. Donc ça, c'est encore un autre problème. Donc passe à poisson, tout confort. On a le déversoir qui fait passe à anguille, vu qu'il y a toujours un petit liseré d'eau pour que les anguilles remontent. Et la grille qui permet de faire demi-tour aux poissons et surtout de ne pas ni les abîmer, ni abîmer la turbine. Ça, c'est le projet actuel qui est initial. On l'a réussi à transformer tout simplement en un petit montage avec des courroies. En gros, les 2 turbines verticales entraînaient avec des courroies et des poulies des arbres qui entraînaient des broyeurs mécaniques. Donc ça, c'était sur 4 niveaux dans le moulin. Et il y avait une génératrice qui était là avant la construction du barrage du Gast, dont le rôle, si je ne me trompe pas, c'est de maintenir un filet d'eau toute l'année, surtout l'été, pour avoir les 4 stations de pompage d'eau potable dans le fleuve de la Sienne. Il y en a 2 en amont et 2 en aval du moulin, ce qui fait que l'été, on n'a jamais de sécheresse dans la Sienne. Pourquoi? Parce qu'on a 4 stations de pompage d'eau potable, et pour ça, on a créé le barrage du Gast tout en haut, qui garde un petit peu l'hiver et qui relâche un peu l'été. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Ce qui fait qu'il y a toujours un filet d'eau. Donc c'est intéressant à la fois si on veut turbiner, parce qu'il y a toujours de l'eau, et c'est intéressant pour la faune, la flore, et surtout pour l'eau potable. Gros problème aussi, on s'en aperçoit au moulin, on entretient les berges, vu qu'on a tous les déchets qui arrivent sur la grille, et on voit la pollution des gens qui continuent de mettre leurs toilettes ou les machines à laver, les lave-vaisselle dans la Sienne, en sachant que c'est l'eau potable de tout le bassin versant du sud de la Manche, c'est vraiment dommage. Et donc la génératrice qui fonctionnait l'été, quand il n'y avait pas assez d'eau, l'idée était très simple, c'est une génératrice asynchrone, et l'avantage de la génératrice asynchrone, c'est que si on la fait tourner plus vite que lorsqu'elle était en moteur, eh ben la machine se met en générateur. C'est ce qui fait qu'en quelques jours, on a réussi à transformer le moulin à farine en centrale électrique. Et donc autorisation d'achat qui était demandée à EDF, qu'on a reçue un an après, et qui est transférée donc officiellement à partir du 1er janvier 2022 à Enercop. Ça, c'est le projet initial. Nous, on est raccordé, donc autorisé 14 kW au lieu de 314. Alors ça, c'est la préfecture qui met un petit peu de temps à corriger le droit d'eau. Et raccordé 18 kVA à Enedis. Le projet numéro 2, en fait, c'est d'installer une turbine horizontale. Donc là, les 2 turbines verticales vont être enlevées. On va mettre une turbine horizontale. Il y a un intérêt en particulier pour ça, c'est que comme la Sienne, moi j'ai une faible hauteur de chute, elle est juste de 2,10 m, alors que les moulins, ce qui fait souvent l'énergie, c'est les moulins qui ont une grosse chute entre l'eau qui rentre et l'eau qui sort, comme une grosse chasse d'eau. Donc d'où la faible chute. Par contre, nous on a un gros courant. C'est un fleuve, c'est un petit fleuve, mais on a quand même un gros courant pendant au moins 6 mois de l'année. Et donc si on compense entre le débit surtout et la chute, c'est ce qui fait cette puissance. Donc en mettant une turbine horizontale, on va plus utiliser la vitesse entre guillemets que la chute. Ça va plus utiliser la force du courant que le poids de l'eau qui tombe d'une hauteur donnée, l'énergie potentielle de pesanteur. C'est ça. Et ce qui est le cas dans les barrages de lac qu'on appelle, les barrages d'EDF notamment, qui sont pleins de béton, pleins de molécules avec du carbone dedans que je ne prononcerai pas ici. Et là, donc, ce sont des barrages au fil de l'eau avec des pierres de taille du Moyen-Âge et qui utilisent surtout plus la vitesse donc, que la force ou le poids de l'eau. Ça, c'est le projet intermédiaire. Ça va être donc mettre une turbine seule de 41 kW. Alors, petit détail technique, comme on est autorisé qu'à en vendre 14 sur le réseau Enedis, bon, on est raccordé en 18 000 watts, donc on peut faire 18 000 watts. Et on va devoir gaspiller 23 000 watts pendant quelques mois, le temps que la préfecture imprime le papier, nous l'envoie par la poste et qu'on aille chercher le recommandé parce qu'on n'était pas là quand il est arrivé. Mais le plus long, c'est qu'ils l'écrivent. Hein. C'est vraiment ça le problème. Moi, ça fait 3 ans que je suis au moulin.
Et l'ancien propriétaire, ça fait 88 ans, donc son 4 générations, qui se battent pour que le moulin soit reconnu perpétuel. Donc 88 ans, plus là les 3 ans, c'est apparemment un combat administratif, mais c'est une attente administrative. Le gros problème, il est là. Et juste pour finir, le dernier projet, donc quand la préfecture daignera bien sortir de tous les dossiers, parce qu'ils sont de plus en plus dépassés, là en l'occurrence, on avait 2 personnes qui s'occupaient du dossier, le directeur et un chargé de mission, qui a été remplacé par une seule personne. Donc on voit très bien c'est plus difficile pour eux de travailler. Donc quand on aura l'autorisation définitive, qu'on espère entre 150 et 300 000 watts, on n'installera sûrement que 100 ou 150 000 watts, c'est de mettre 4 autres turbines, 2 de chaque côté, des turbines turbiwatt, donc qui sont des hydrogénérateurs. On a un générateur synchrone qui est couplé sur une turbine, moulé dans la résine et au fond de l'eau, donc ce qui permet de libérer la salle des machines où il y a des courroies qui sont bruyantes et volumineuses avec un faible rendement. Et surtout, on a le projet donc à Gavray, c'est de faire une grosse guinguette dans le fleuve. Rez-de-chaussée, par exemple, un restaurant panoramique avec l'eau qui passerait sous les dalles de verre, et au-dessus, pourquoi pas, une auberge. Voilà en gros l'idée de tout le projet actuellement. Oui, et en fait, là, moi, ce qui me frappe, c'est que là, on est vraiment dans la question de l'ancrage territorial. C'est-à-dire que, en fait, cette énergie hydraulique, c'est une énergie qui dans votre territoire, à Villejuif-les-Poêles, à Gavray, en fait, c'est vraiment... elle s'inscrit dans le paysage et elle est vraiment bien adaptée. Et en fait, il y a une dimension, il y a des études d'énergie partagée en fait, qui démontrent que les projets citoyens, en fait, ils vont avoir des retombées locales économiques supérieures à un projet mené par des multinationales de l'énergie. Quand 1 euro est investi, il y a jusqu'à 2,5 euros de retombées locales sur le territoire. Et quand tu nous parles des projets connexes à la centrale, en fait, on voit bien que là, ça va engendrer, va y avoir de la création d'emplois pour la maintenance ou des retombées économiques pour la maintenance, l'entretien de l'installation, mais ça va plus loin parce qu'il y a aussi tout un projet de revalorisation du moulin en lui-même et de redévelopper de l'activité. Et en fait, en voyant les choses de cette manière globale, en fait, déjà on peut pas, ça fonctionne, ça sortira mieux s'il y a des personnes localement qui sont impliquées dans ce projet et qui le soutiennent. Et enfin voilà. Et du coup, comment ça se passe pour que les gens s'engagent ou aident à la mise en place d'un projet comme ça? Est-ce que dans les financements, on peut aider? Est-ce que Tout est possible. Au début, on a même pris des gens qui passaient, quand je me voyais faire les travaux, ils sont venus, ils m'ont donné un coup de main. Et on a cherché à officialiser la chose de 2 façons, soit via une société participative, la SAS Turbinef, et on l'envisage un petit peu maintenant avec l'association Le Ravitaillement, qui permet d'avoir cette fois des bénévoles. Et c'est vrai que c'est différent, même si la part elle est que de 100 euros, on n'a pas forcément 100 euros tout de suite à mettre là-dedans, et puis les 100 euros ils sont rémunérés. Ou non, on peut choisir de les mettre 100% dans le capital ou avec des comptes courants d'associés. Donc déjà là on commence à parler finances, détails techniques et tout. Mais il y a la société ou l'association. Et après ça peut être donc purement financier, ça peut être de la main d'œuvre, ça peut être un avis technique, ça peut être un avis politique, écologique, en disant bah, c'est bien ce que tu fais mais je pense que là les poissons... voilà. Donc tout est possible. Nous au niveau de la communication, on a le site internet grandmoulin.fr, tout simplement, où il y a toutes les informations dessus. C'est ce qui permet aux gens qui n'ont pas eu une brochure ou qui voudraient souscrire mais qui n'ont pas eu les moyens. Mais tout est la bienvenue. On fait des visites aussi. On est surtout dans l'information, la communication, on n'est pas vraiment dans le recrutement. Mais on propose d'abord aux gens de venir visiter. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on souhaite faire. Je ne sais pas exactement combien on a de temps, mais au niveau s'il y a des questions après,
Combien de temps il me reste 5 minutes 25. Ok. Moi j'avais une question un peu peut-être bête, mais j'ai eu du mal à me rendre compte. L'énergie c'est complexe, on ne sait pas, on appuie sur un bouton et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. La production de la centrale à Gavrea, là, ça peut produire quoi en termes d'électricité? Enfin, ça peut alimenter quoi? Parce que forcément que si on sait que ça peut alimenter tous une manche, par exemple, je dis un exemple comme ça, mais bah, du coup les gens vont peut-être se dire ah ouais c'est cool, parce que tu as aussi plein d'autres projets qui font que tu vas fédérer des gens et tu vas peut-être pouvoir communiquer, sensibiliser sur l'énergie. Moi c'est vraiment ça, je ne me rends pas du tout compte de la force de frappe des projets énergétiques comme ça. Oui, ben alors pour faire simple, en Ouais. gros on va dire qu'une maison individuelle qui a un chauffage pas électrique, c'est un petit compteur de 6 kVA, c'est le plus petit compteur je crois qui existe. Ouais, il y a 3 kVA, mais on va dire 6 kVA. Une maison qui n'est pas très écologique, on va dire qui consomme beaucoup alors qu'elle ne chauffe pas électrique. Et une maison qui chauffe avec de l'électrique, on va dire au moins 9 kVA. En gros, c'est le compteur 2 et 3, donc entre 6000 et 9000 watts maximum de consommation. Le moulin de Gavrea actuellement, le mieux qu'on ait fait sans investir ni la turbine ni la génératrice, c'est 4000 watts. Donc en gros, le mieux qu'il puisse produire là, c'est la consommation maximale d'une maison. Et en moyenne, par rapport au quartier, en gros, ça fait mes deux voisins. Ce que je peux consommer moi, c'est-à-dire la boutique de vélo et l'association du ravitaillement. Il y a une prise aussi pour les vélos électriques ou les voitures électriques. Et en gros, on va dire 3 maisons actuellement. Et l'autorisation actuelle de 14 000 watts, mais on est raccordé heureusement, on a négocié un petit peu, on a un petit peu de rab à 18 000 watts. En gros, on a trois petites maisons ou 2 maisons avec chauffage électrique. Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et le maximum qu'on pourrait demander, ou du moins installer, donc 150, si on part sur 150 ou 200 000 watts, donc là ça nous fait 15 maisons, enfin 15 fois plus quoi. Une vingtaine de maisons, donc le quartier en fait, la rue. Et ce qui est intéressant dans le fait que l'énergie soit locale, c'est qu'il n'y a pas de perte, du moins presque pas de perte dans le transport. Un des défauts des grosses centrales hautes de lac, EDF par exemple, c'est qu'on a noyé des vallées entières, parfois même des villages, donc des écosystèmes, des oiseaux, des animaux, des plantes, et des villages, on s'est noyé nous-mêmes. Et surtout, comme ça produit beaucoup d'énergie et que c'est très loin de l'habitation, il faut le transporter. Comme les fameuses bouilloires radioactives, elles sont très loin des centres-villes et elles sont transportées avec des lignes de tension, beaucoup de pertes. Là, une chose sur laquelle on ne pourra jamais discuter, c'est que c'est local. Et en plus, ça entretient les berges parce qu'on a un filtre, nous, pour prendre soin de l'eau. Donc on nettoie le fleuve qui est aussi de l'eau potable. Donc il y a vraiment tout ça qui c'est local, c'est l'eau potable. Et c'est pour ça qu'on peut appeler ça de l'écologie, parce que c'est complet et surtout c'est déjà ancré dans le paysage. C'est pas comme une éolienne, ça peut être très beau et faire de l'énergie très intéressante. Hein. Il y a 3 fois le potentiel sur Terre de ce qu'on consomme en éolien, donc c'est la solution si on veut tout arrêter. Mais visuellement, c'est sûr, ça choque. Ça choque peut-être moins qu'un gros panache blanc d'une bouilloire radioactive, mais on habite loin des bouilloires, alors on s'en rend pas compte, il n'y a que sur l'autoroute qu'on les voit vraiment. Les éoliennes, elles commencent à se rapprocher de nous, et c'est vrai que là au moins le moulin, il est là depuis plus de 1000 ans, il était même là des fois avant le clocher, donc ça résout plein de problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'écologie, sauf que ça ne produit pas beaucoup. Par rapport à tout le reste, c'est vrai que ça ne produit pas beaucoup, mais il y a 20 000 moulins en France, à peu près 5 000 en droit d'eau perpétuel qui sont en train d'être détruits. C'est la mode en Normandie. On a 2 problèmes en Normandie, c'est qu'on parlait des retombées économiques justement des sociétés citoyennes. Pour 1 euro de citoyen investi, la société récupère 2,5 euros. Donc c'est largement intéressant. Il y a l'ADEME en région PACA ou Occitanie, la région. Pour 1 euro citoyen trouvé dans une société, elle donne 1 euro. La Normandie ne le fait pas. Et en plus de ne pas faire ça, elle s'amuse à détruire les barrages. Donc là, ils détruisent des barrages sans arrêt. Alors, c'est des arguments tout à fait discutables, dont on pourrait d'ailleurs discuter, mais si on... Voilà. Est-ce que vous voulez compléter ou ajouter quelque chose? Peut-être qu'on va passer aux questions. Ouais, je pense que c'est pas... Il ne s'agit pas forcément de comparer les éoliennes avec les centrales hydroélectriques. Dans tous les cas, rien n'est parfait, hein, mais ce qui est sûr, oui, je pense que vraiment le sujet du jour, c'est vraiment, on parle d'un projet citoyen pour le territoire et qu'est-ce que ça inclut derrière. Il y a d'autres choses, mais ça, on n'est pas familiers tous, mais
tu parlais de puissance, on peut aussi parler de production, donc c'est-à-dire la puissance fois la durée qui nous donne vraiment un volume d'électricité à consommer. Donc voilà, c'était juste dans les chiffres. Vous pouvez aussi comparer combien produit un site, donc en kilowattheure, hein, c'est une quantité d'électricité, et comparer avec ce qu'un foyer français consomme en moyenne, qui est de l'ordre de 2500 kWh. On prend souvent ce chiffre-là, et bien préciser que c'est hors chauffage et hors eau chaude sanitaire. Mais donc voilà, il y a puissance, c'est combien d'appareils vous pouvez allumer en même temps, à l'instant T. Si vous avez une puissance de 6 kVA, vous pouvez allumer autant d'appareils jusqu'à ce que vous ayez 6 en même temps. C'est pour ça que des fois ça disjoncte, hein, si on allume trop de choses. Et après il y a la consommation, c'est la puissance multipliée par le temps. Et là ça vous donne, voilà, c'est vraiment l'analogie, c'est j'ouvre mon robinet, la puissance c'est le débit, la vitesse à laquelle l'eau passe par le tuyau. Et la consommation c'est quand je mets un bouchon au fond de mon évier, la quantité d'eau qui s'est accumulée. Voilà. Juste pour compléter sur ce que tu disais sur la production et la Oui, puissance. alors j'ai fait exprès, je m'attendais à ce que l'un de vous en parle, parce qu'on parle souvent que de l'énergie et on parle pas de la puissance, parce qu'il faudrait parler des deux. C'est que si à un moment toutes les maisons allument en même temps la lumière, il n'y a pas que le moulin qui va fournir, quoi. Mais c'est vrai que voilà, il vaut mieux raisonner en énergie quand même. Si on étale notre consommation sur 24 heures, le moulin peut fournir 10 maisons à l'heure actuelle, oui, c'est ça. Ouais. Et Moi, j'aurais juste voulu ajouter une petite chose, c'est toujours par rapport au fait de l'avantage de faire des projets citoyens, c'est que en fait on se rend compte que effectivement les énergies elles ont toutes des avantages, des inconvénients pour le territoire et pour les gens. Mais quand on compare en fait un projet éolien qui se fait en Allemagne et qui sort en 6 ans et un projet éolien, le même projet en France qui sort en 12 ans, en fait la différence c'est que les Allemands ils ont beaucoup investi dans leurs moyens de production et donc du coup ils vont investir dans un projet qu'ils adaptent à leur territoire. Ils savent qu'ils vont avoir de retombées et donc du coup l'acceptation est meilleure. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cette logique de faire confiance à des grandes multinationales pour gérer notre énergie et aller s'approprier ces questions qui sont un petit peu abstraites, je reconnais, mais une fois qu'on est dans le concret des projets, on le voit bien avec le moulin de Gavray, en fait ça devient très, très palpable, hein. On ne s'arrête pas aux questions d'énergie. Donc. Juste pour finir l'analogie avec les Allemands, sans faire d'histoire, hein, mais juste par rapport à ça, comme ils ont arrêté 29 centrales nucléaires suite à Fukushima, qu'ils en arrêtent encore 3 cette année et 3 l'an prochain, ils ont plus de motivation aussi peut-être à faire ça. Nous en France, le dernier rapport qui avait été demandé par Nicolas Hulot avant qu'il parte, la conclusion du rapport, pas la sienne, hein, du rapport, c'était qu'il fallait refaire des centrales électriques parce que c'est ce qui polluait le moins. Alors effectivement, on n'a pas dans le même contexte. je pense qu'on peut conclure. On n'a pas du tout parlé de synergie, le projet que tu portais, toi Thomas, que vous avez développé à Rouen, mais peut-être en dire 2 mots pour montrer que ça existe, que ça. En quelques mots, dire ce que vous avez fait à Saint-Étienne, du Rouvray. Oui, alors comme je le disais, en fait, la société Synergie, en fait, elle a été créée par des citoyens. En fait, au départ, on était essentiellement des sociétaires Enercop qui voulions travailler sur la production d'électricité renouvelable. Et en fait, du coup, on a créé une société pour pouvoir porter l'investissement dans des centrales de production par financement citoyen. Et donc, on a mené un premier projet de centrale solaire sur une toiture d'une entreprise d'insertion et qui représente 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et donc ça fait 1 an qu'elle est en production et ça marche bien. On a
plus 15% de production par rapport au prévisionnel. Enfin, vraiment, on est content de ce projet. Et en fait, on voudrait... en fait, une société, pour qu'elle fonctionne, il y a un certain nombre de coûts de fonctionnement. Et du coup, pour nous, l'intérêt de faire cette société, c'était de mutualiser ces coûts de fonctionnement et donc du coup de rechercher de nouveaux projets. Et donc avec la revente de l'énergie, on va essayer on est à la recherche de collectifs qui veulent investir dans de nouvelles centrales de production. Voilà. Et ouais, pour conclure, avant de passer aux petites questions, s'il y en a, vous avez le stand de la Enercop Synergie, donc vous y faites un tour et vous aurez des infos en lien avec ça. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Dites-moi, on va répéter la question. Parlez fort. Après, j'ai une petite question, parce que vous avez parlé de peut-être augmenter un peu la taille jusqu'à atteindre peut-être une production pour une vingtaine de maisons. Et si après vous avez réfléchi, c'est peut-être un peu, ça viendra peut-être dans la suite, mais à la gouvernance de toute cette énergie, parce que comme vous l'avez dit, la puissance, c'est quand même la l'énergie d'un côté, et puis la puissance qu'on peut fournir à un instant T. L'avantage de l'hydroélectricité, c'est que ça fonctionne aussi la nuit. Il peut y avoir des raisonnements entre le lissage et la consommation. Est-ce que vous avez des exemples de gouvernance de l'énergie, puisqu'il faut quand même responsabiliser tous les acteurs, tous les usagers de cette énergie, pour que chacun puisse consommer ce qu'il veut au moment où il a besoin. D'accord. Donc, moi, je vois trois questions en une. Donc, on ne parle pas de la gouvernance de la société. Non. Voilà. Bon, ça, on pourra l'évoquer après. On ne parle pas de l'équilibre sur le réseau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si jamais on consomme plus que ce qu'on produit. On parle... ou alors, c'est peut-être ça. Non, c'est plutôt, je pense que la troisième... allez-y avec votre Ouais. Et donc, vous employez le mot gouvernance, mais c'est comment faire pour consommer chacun son tour ce que le moulin produit lui en continu. C'est ça que vous voulez voir. Là, il faut raisonner en réseau. Même si nous, on fait du verre et du local, on injecte sur le réseau Enedis et ça sera consommé par le réseau. Donc, soit par le voisin, si le voisin a allumé sa lampe. S'il n'a pas allumé, ça va chauffer un peu le fil dans la rue et ça va allumer la lampe du voisin encore après. Et si jamais tout ce que le moulin produit a été consommé dans la rue, au bout du quartier, ça va être Flamanville, le nucléaire, qui va être consommé. Ça, on est tous connectés en réseau. Là, on est en train d'envisager de faire un réseau parallèle à Enedis, sachant que la préfecture refuse refuse de donner le papier qui nous permettrait de vendre plus. On envisage de faire un réseau privé, justement, pour pouvoir vendre directement aux voisins. Et là, par contre, on serait plus sur ce réseau national, voire européen, qui s'auto-équilibre quasiment. On serait sur de l'offre et de la demande directe. Mais là, ça devient très compliqué de consommer exactement au même moment ce que consomme le moulin. C'est pour ça qu'on est en réseau, c'est équilibré. Et alors, ça c'est un problème technique qui est très très compliqué. Mais là, on est connecté à Enedis, qui après, lui, est connecté à RTE, ça c'est national. Et il y a des responsables d'équilibre, selon le type d'énergie qu'on produit, qui s'occupent justement de faire correspondre l'offre et la demande. À savoir qu'un moulin, ça tourne toute l'année, jour et nuit, mais on peut très bien fermer une vanne ou court-circuiter une turbine. Une éolienne, on peut la mettre en rideau. Un panneau solaire, on peut le couvrir. Une centrale nucléaire où ça, par exemple, ça s'éteint pas. Ça se ralentit un peu. Et donc l'avantage de toutes les énergies renouvelables, c'est qu'on peut les éteindre. Mais c'est vrai qu'on parle souvent des énergies intermittentes, mais ça marche dans les deux sens. Il y a des moments où on a besoin de couper le jus. Parce que s'il y a trop d'électricité injectée sur le réseau, ça pose des problèmes d'équilibre et de fréquence. C'est technique, mais ça marche aussi dans ce sens-là. Et c'est vrai que on a aussi un intérêt à pouvoir, comme tu dis, couper la production. Ouais. Bon, après là, c'est vraiment des points super techniques, mais... Et puis après, la question du stockage, un petit peu, il y a cette question-là derrière, ça entraîne quand même des surcoûts importants et qui rendent les projets plus tellement viables sur leur durée de vie. Et après, on peut éventuellement envisager des modèles d'autoconsommation collective où on choisirait en fait en ayant différents profils de consommateurs qui seraient reliés à un même système de production et du coup en ayant différents profils de consommation
essayer d'avoir une consommation globale au niveau local qui soit lissée et qui corresponde en fait à la production de la centrale. C'est dans l'idéal. Après, c'est très compliqué en termes techniques. Il faut trouver des clés de répartition et c'est pas simple à gérer, mais il y a des projets qui se développent. On peut faire des heures creuses journalières, par exemple, des créneaux de 4 heures qu'on étale dans la journée, 6 créneaux de 4 heures, toutes les 24 heures, et selon les voisins. Le numéro 2, ça sera de 6h à 10h, le numéro 4 à côté, ça sera de 10h à 14h. Et ils auront des heures creuses en sachant que comme ça, si chacun utilise cette plage de 4 heures, on peut régler tous nos appareils électriques, et effectivement, ça marcherait bien comme ça. C'est un exemple, alors c'est ça peut-être que vous parlez de gouvernance, mais c'est pas une gouvernance parce que ça reste un réseau, mais bon. Une autre question de ce côté-ci. Moi, du coup, j'ai une question. Là, on parle d'énergie, mais du coup, c'est des énergies électriques qu'on a en commun, et notamment le Luna. Je ne sais pas du quoi, mais avant, je sais que c'était pas au début fait pour l'électricité. Et est-ce que ça a été étudié aussi d'utiliser l'énergie, garder l'énergie mécanique en énergie mécanique pour faire de la mécanique et pareil sur de la mise en lien de plusieurs avec une partie d'électricité, aussi faire de la mise en lien pour de l'énergie qui n'est pas d'énergie électrique, de la mise en commun. Donc tu parles de... Là on voit bien la petite touche low-tech. Ouais, donc c'est ça, ne pas forcément transformer l'énergie mécanique en énergie électrique et repartir sur des choses qui existaient déjà avant, c'est-à-dire un moyen une force mécanique mise au service du site, du village, de la ville, pour par exemple, je sais pas, rebroyer son grain ou autre, c'est ça? Voilà. Alors, Ou de la petite usine qui est à côté qui peut utiliser en version mécanique et avec une cogénératrice en gros pour faire un peu d'électricité et peut-être un peu de la mécanique, mais trouver un mélange et qui permet de compenser quand il y en a un qui a plus besoin que l'autre. c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit encore beaucoup. Alors, on a arrêté. C'est vrai qu'avant, il y avait deux types d'énergie mécanique. C'était les énergies de rotation pour les broyeurs, pour la farine en général, et il y avait l'énergie qui tapait, comme les moulins à tanne, par exemple, pour le tissu, avec des roues excentrées comme ça. Et on se sert vraiment de la mécanique. Donc, il y a deux types d'usines qui pourraient s'en servir. C'est tous ceux qui broient, effectivement, ou tous ceux qui tapent. Donc, ce serait la métallurgie ou l'alimentaire, quoi. Et les presses aussi, oui. Les presses, oui. Sauf que là, ce serait dur de faire quelque chose. Si, avec de l'hydraulique, du pneumatique ou l'oléo-pneumatique, ouais, on peut arriver à faire des choses. C'est vrai, mais alors il faudrait arriver à que ça soit sur place, quoi. Mais là, en l'occurrence, la société qui s'occupait encore de ça il y a 10 ans a déménagé dans des hangars 100 mètres plus haut, fait toujours la même chose, mais avec des broyeurs électriques. Ce qui est dommage, c'est qu'il pourrait économiser sa facture d'électricité s'il était resté au même endroit. Il pourrait faire l'énergie sur place, parce que c'est plus commode parfois de remettre un broyeur électrique à côté de la production électrique. C'est un peu dommage, mais le rendement est ignoble, parce qu'on perd quand on transforme du mécanique en électrique, bien sûr, et on repère quand on passe de l'électrique au mécanique. Mais des fois c'est plus simple ou moins cher, c'est malheureux, mais en ce moment il y a plein de raisonnements avec l'argent qui font faire des aberrations comme ça. Après, l'hydraulique et l'éolien, c'est deux sources qui sont naturellement mécaniques. C'est-à-dire que le vent c'est déjà mécanique et l'eau c'est déjà mécanique. Le solaire, les bouilloires radioactives, le pétrole, le charbon, tout ça, c'est l'énergie chimique ou physique, et qu'on va transformer. Alors là, une grosse perte de rendement, là, c'est déjà mécanique. Donc c'est vrai que le rendement est meilleur là-dessus, sur ces énergies-là. Mais c'est vrai que pour les éoliennes, c'est pareil, il y a un gros mouvement mécanique, et on pourrait mettre des usines, en fait, délocaliser des usines, même des grosses usines, les usines qui font les voitures par exemple, qui ont besoin aussi de beaucoup de presse et de chaînes de circuits, pour prendre le mécanisme dessus. Comme on le fait, oui, avec la cogénération, où on met des centrales à chaleur là où on fait l'énergie, c'est vrai. C'est une bonne idée. On pourrait... on a encore des locaux disponibles, ouais, inviter des sociétés, dans des petites sociétés qui ont besoin de presse. C'est vrai que, bon, il y a le plastique, mais il y a le métal. On peut encore faire du métal. Ou des scieries. Et ça va avec la reconstruction de certaines filières. Enfin, ouais, non, mais il y a clairement un raisonnement global à avoir là-dessus. C'est sûr. Robin, ça sera du coup à toi de jouer là-dessus.
Oui, ben, j'ouvre une porte de plus parce que là, on faisait les abeilles, les vélos, on a des artistes et tout qui sont sur place. Et pourquoi pas, c'est vrai que c'est logique. Nous, la farine, on le fait plus. J'ai vu qu'il y a des moulins qui se remettent à faire du moulin à la meule, avec une meule en pierre et tout qui tourne. Bon, pour des raisons de santé, moi je suis en régime cétogène, on prend plus de glucides, donc le pain, j'ai arrêté. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu enlevé cette idée-là pour la farine, mais c'est vrai que pour des industries mécaniques, et on a dit broyage, compression et tout, ça fait quand même beaucoup d'usines qui ont besoin de ce mouvement. Et puis dès que c'est alimentaire, enfin, là, on s'éloigne, mais ouais, j'imagine que après tu as toutes les normes. Si tu fais quelque chose qui est destiné à l'alimentation, ouais, ça doit être aussi. Enfin, Surtout humaine. Jusque-là, le moulin faisait pour les chevaux, donc c'était assez simple. Et pour l'humain, ça devient très contraignant. Mais c'est possible aussi de garder une partie du mouvement. Là, les turbines actuelles étaient celles qui faisaient de la farine, hein, c'est encore les vieilles turbines. Donc, c'est pas dit qu'on les démonte complètement si on met une nouvelle. Quand on mettra les 5 nouvelles turbines, on devra tout enlever pour avoir de la place. Et il y a des chances, là, on est en train de s'interroger à garder une des 2 turbines qui tourne vraiment comme avant, avec des courroies et des poulies. Ça peut faire un musée vivant en disant, ben voilà, elle marche encore. Et aussi, si un jour il y a un boulanger bio à Gavray qui me dit je veux que mon grain bio soit mou par une pierre dans la ville, il y a une solution. On va pouvoir prendre une dernière question. Lina. Je me demandais qui s'occupait de vérifier sur place, sur le papier, si un projet comme était conforme par rapport à la continuité écologique pour les poissons, si les poissons n'étaient pas bien, pas détruits par l'entreprise, si ça les orientait pas. Ben, moi je connais 3 personnes qui le font, que j'ai rencontrées. La première c'est EDF Obligation d'achat qui a vérifié tout ça parce que c'est un rachat d'électricité qui est plus cher que celui qu'on consomme, quasiment le double si on a un tarif hiver-été, ce qui est mon cas. Donc EDF Obligation d'achat qui maintenant va être balancé chez Enercop à partir du 1er janvier, qui a vérifié ça aussi. Mais en même temps, si EDF l'a fait dans l'obligation d'achat, c'est que c'est vérifié. Mais Enercop, pour pouvoir revendre à Enercop, il ne suffit pas non plus d'avoir une obligation d'achat qui respecte la loi. Il y a aussi des valeurs chez Enercop, et il y a même plus qu'Enercop, parce que le projet SAS Turbinef, surtout les projets de développement, font aussi partie d'énergie partagée association. Et là, il y a la charte énergie partagée, qui alors là est encore très très fine, où on est vraiment sur de l'éthique globale. Donc chez Enercop, si on résume un petit peu, c'est le scénario négawatt, il y a cette idée-là. Après, il y a les valeurs d'Enercop. Et chez Énergie Partagée, il y a le projet dans son ensemble avec la gouvernance, donc la gouvernance de la société cette fois, et le côté citoyen. Et la préfecture, donc justement la direction départementale des territoires et de la Manche et de la mer de la Manche, vérifie en permanence avec l'Office de la France Biodiversité que l'ouvrage est bien manipulable sans danger pour la population, sans danger pour les poissons, sans danger pour la faune et la flore, que les passes à poissons ne sont pas bouchées, que les passes anguilles fonctionnent, que la grille est aux normes. Eux, ils viennent sans arrêt quand ils veulent. Ils ont le droit de venir, d'accéder, de faire des relevés, des photos, des comptes rendus, de mettre des amendes, de faire fermer un ouvrage, de détruire un ouvrage. Donc on est observé dès le moment où on vend l'électricité. C'est sûr qu'en autoconsommation, les contrôles sont minimes. Mais voilà, il y a beaucoup d'organismes qui le font en amont et en aval, au sens figuré du terme. À savoir que voilà, aussi c'est de l'eau potable qui passe dans le moulin. Donc on est très attentif, même si on fait des travaux sur le moulin, à l'huile qu'on utilise, la peinture, si jamais on décale de la peinture qui va tomber dans l'eau, on envisage de refaire le pont de Gavray, et bien il faut faire un barrage flottant pour que chaque bout de peinture qui tombe soit retenu, parce que derrière, en aval, c'est les stations d'eau potable de Sérance, ça va jusqu'à Lingreville et tout, c'est ce qu'on voit dans le robinet. Donc on a en plus ce contrôle-là, c'est que nous, c'est l'eau potable. On peut peut-être. Tu as dit 3, c'est 3 minutes ou 3 personnes? Ok. On peut prendre une autre personne. Je sais qu'il y avait Clément là et une autre personne là. Donc, Clément, vas-y, on t'écoute. Moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'on va faire un réseau électrique parallèle à Enedis. Oser de le dire sans trembler les jeux. Le réseau Enedis, c'est un truc hyper complexe et les responsables d'équilibre font un super boulot. Est-ce que fait Enedis et RTE et tout, moi, j'imagine mal comment on puisse le refaire à échelle locale. Est-ce qu'il y a eu des vraies recherches? Est-ce qu'il y a de la littérature
là-dessus, sur les possibilités de gérer. Est-ce que c'est du smart grid? Est-ce que c'est moins piloté que ça? Est-ce que tu as imaginé la chose précisément? Alors oui, il faut savoir que chez Enercop, donc moi je suis sociétaire dans 3 coopératives et il y a beaucoup d'anciens techniciens de RTE ou de Enedis qui ont trahi le pays et qui sont partis dans le privé entre guillemets écolo, et qui font de bonnes vidéos sur internet et qui expliquent comment faire ça. Surtout en Occitanie, il me semble que le président de Enercop Occitanie, ou du moins l'ancien président, est un gros technicien et qui ont ce savoir-faire. Et après, effectivement, il y a 2 façons. Soit on fait ce qu'on appelle en anglais du smart grid, des trucs autocompensés, autoconsommés hors réseau, ou alors on fait vraiment du réseau coupé en mettant vraiment 2 prises à la maison, une prise Enedis et une prise SAS Turbinef. Et quand la prise SAS Turbinef elle est éteinte parce qu'il y a trop de monde qui consomme dessus ou parce que le moulin ne tourne pas, ben on se branche sur l'autre prise. Ça c'est la version mécanique. On met une deuxième prise avec un deuxième réseau, mais même dans la maison, si on peut résumer comme ça. Une petite dernière pour la route. Allez-y, monsieur. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre propos par rapport au fonctionnement d'une rivière. Vous dites que, bon, déjà, vous pouvez turbiner toute l'année à Gavray. Je ne vois pas comment, parce que juste en aval, vous connaissez le moulin Huguette. Monsieur Léger ne turbine pas toute l'année. Même cette année où il a beaucoup plu, il y a eu une période d'étiage quand même assez sévère, au mois d'avril, et il n'a pas turbiné. Et c'est quelqu'un qui connaît vraiment son affaire. Et il a fait le choix d'installer 2 turbines verticales de 50 kW. Voilà. Le problème, c'est que 50 kW, il faut au moins 3 mètres cubes. Donc lui, en l'occurrence, il peut turbiner entre 6 et 3 mètres cubes. L'étiage, il est d'un mètre cube et demi. Donc avec un mètre cube et demi, au mieux, là, on peut faire 20 kW. Donc en fait, même si on laisse passer un demi-mètre cube en débit réservé, on a encore 10 kW turbinable l'été. Vous parlez de turbine, d'installer une turbine horizontale, parce que vous dites que sur un seuil, en amont d'un seuil, il y a du courant. J'aimerais bien savoir quelle vitesse de courant vous estimez intéressante pour rentabiliser cette turbine. 1,31 mètres par seconde. Et vous pensez avoir sur un... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour atteindre des vitesses de courant de cette importance sur la Sienne. Haut de pleine rive. Haut de pleine rive. Voilà, c'est 20 cm de déversoir, on l'avait il y a 4 jours. C'est très ponctuel. C'est très ponctuel. Comme les éoliennes. Ouais, vous êtes encore plus. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, vous dites que votre moulin dépollue la Sienne. J'aimerais bien savoir comment. Eh bien, je remonte les déchets des gens qui versent dans la Sienne. Donc là, par exemple, j'ai remonté 10 épis de maïs, 4 arbres entiers, un cadavre de chien, des ballons, des seaux, des poubelles, un sac poubelle entier, que les gens jettent dans l'eau. Donc je ramasse les poubelles comme le fait Nicolin, par exemple, dans le sud de la France, sauf qu'on ne me paye pas pour ça. Moi, je pense que c'est peut-être une invitation pour que monsieur vienne directement. Oui. Ça pourrait être pas mal. Et on va se finir avec une dernière question. Jeune homme. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé de destruction d'autres moulins ou d'autres barrages en Normandie. Est-ce qu'il y a un site internet ou une carte quelque part ou un moyen de savoir où sont localisés ces moulins qui sont en train d'être détruits? Alors, il y a 2 associations qui s'en occupent très bien pour ce qui est des moulins purement. Hein. Il y a, alors, elles se sont un peu séparées, elles sont en train de se rapprocher à nouveau. Il y a même une fédération des moulins de France ou l'association des moulins de France. Il y a d'autres noms de structures, mais ils sont en train de se rapprocher un petit peu à nouveau. Donc là, il faut se tourner vers l'association des moulins de France, par exemple. Il y en a une autre. Mais... Bon, on va clôturer cette chouette conférence sur l'énergie. On peut venir visiter quand? Alors, quand vous voulez. Donc maintenant, on est 21 associés, ce qui fait qu'il y a 21 personnes qui peuvent faire des visites. Okay. Alors, c'est pas encore un ERP, c'est plutôt un laboratoire. Donc c'est des visites de petits groupes, casques, lunettes et gants isolation. Non, c'est des petits groupes surtout. Alors nous, on l'a fait encore hier lorsqu'ils sont venus avant-hier, quand vous êtes venus au moulin.
C'est des petits groupes, il faut contacter. Il faut juste, se rappeler d'une chose, c'est grandmoulin.fr. Ok. Parce qu'à Gavray, il y a 2 moulins. Il y a le moulin de Huette qui est un petit peu plus bas et le Grand Moulin qui est aussi sur Gavray. Donc grandmoulin.fr et avec ça vous avez toutes les informations. Il y a des cartes, on a mis des cartes à toi sur le stand Enercop, il y a des petites cartes pour le moulin, pour ceux qui veulent. Bon, bah, merci beaucoup à tous les trois. Et puis, vous pouvez revenir ici à 17h45, puisqu'il y a un super concert qui va arriver avec Maracuja, qui a déjà joué ce matin. Ils sont en train de faire la sieste là, mais il faut vraiment passer les voir pour ceux qui ne les ont pas déjà vus il y a 2 heures ou jeudi. Merci beaucoup. Merci. Merci.